L'expression qui me viendra en pensant à Raphaël, c'est, je dirais, ce qu'on pourrait appeler un penseur de terrain. Quand il a terminé Sciences Po, il n'a pas eu envie d'accumuler les bacs plus X, mais d'aller voir ce qui se passait dans le monde, avec le sentiment que c'était la réalité qui était la plus instructive. Ça, c'est difficile à définir, c'est un hybride entre un reporter et un philosophe. Ce que je trouve assez fort dans sa manière d'aborder les choses, c'est qu'il parle toujours de scènes vécues. Il arrive à nous faire comprendre une situation politique à travers un récit personnel. Et ça, c'est ce qu'on appelle un talent. En introduction, juste lire un tout petit passage de ce livre. Nos parents et nos grands-parents avaient vaincu le nazisme, le fascisme, le communisme, les religions, les idéologies, les nations aussi, et les États avec elles. Dieu, enfin, et la mort avec lui. Des fées bienveillantes, Erasmus, Schengen, Maastricht, Steve Jobs et Bill Gates et tant d'autres, avaient dressé pour nous un horizon de progrès et de jouissance. Le marché commun, le droit d'ingérence, le Club Med, l'euro, Internet, Ryanair, l'iPhone, l'iPad, Facebook, Twitter feront de toi un être comblé, tu sauras tout, tu seras tout. On nous avait sortis de la caverne et on avait bâti pour nous une nouvelle Thélème avec ces mots peints sur toutes les couleurs à l'entrée, fais ce que tu voudras. 25 ans après, nous avons la gueule de bois. Par nature, nous sommes un peu branchés sur l'actualité. Celle-là, il n'y a pas besoin d'être branché dessus pour qu'elle vous envahisse. Et ce qui est terrible dans cette tragédie bruxelloise d'hier, c'est que malheureusement, ça a un goût de déjà-vu. Comment votre grille de réflexion intérieure interprète ce qui est en train de se répéter malheureusement très rapidement maintenant au sein de l'Europe. Bonsoir. Bonsoir et d'abord merci. Je suis extrêmement heureux et honoré d'être là et de pérorer un peu. Ce qui s'est passé hier est effectivement une réédition de ce qui se passe maintenant trop souvent et ce qui va continuer à se passer. C'est-à-dire que le symbole d'hier est à mon avis extrêmement fort. On a toujours vu, depuis 70 ans, l'Union européenne comme une promesse de paix perpétuelle. Et on a pensé depuis 1989 qu'en gros cette paix perpétuelle était gagnée, qu'elle était acquise. Et hier, au cœur de l'Europe, puisque ce n'est pas un hasard si le quartier ciblé était le quartier qui est le cœur de l'Union européenne. Par ailleurs, quand je vois beaucoup de drapeaux belges, j'aimerais bien qu'il y ait aussi des drapeaux européens avec. Le cœur de l'Europe qui a été visé, les scènes de guerre au cœur de l'Europe nous montrent que ce projet de paix perpétuelle, malheureusement, ne verra pas le jour, ou en tout cas ne verra pas le jour dans les conditions dans lesquelles on nous l'avait fait miroiter. C'est-à-dire qu'à la chute du mur de Berlin, on nous a expliqué que c'était la fin de l'histoire et que finalement, l'histoire que nous allions vivre était tout sauf tragique. Et ma génération qui a été élevée dans ce mythe-là se retrouve avec un monde où il peut y avoir la guerre dans les villes, où il n'y a plus de frontières claires entre le militaire et le politique, entre le religieux et l'idéologique, entre les États eux-mêmes, et où le mythe d'un monde en paix se traduit par une difficulté à définir ce que c'est qu'un état de paix et un état de guerre. Ce n'est pas effectivement une guerre au sens d'un affrontement entre deux adversaires bien identifiables, mais c'est la fin de l'état de paix. En fait. Ça risque de miner de manière encore plus profonde que n'importe quelle guerre nos institutions, notre rapport au monde, notre rapport à nous-mêmes. Et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on invente un mode de vie qui nous permette de rester ce qu'on est, tout en faisant face à la menace. Cet état de non-paix ou état de guerre se produit dans des sociétés occidentales qui, par ailleurs, sont déjà ébranlées dans leurs fondements, qui, par ailleurs, doutent déjà d'elles-mêmes, qui, par ailleurs, ne savent plus qui elles sont et où elles vont. On va avoir, à travers toute l'Europe et aux États-Unis, on le constate déjà, une tendance au repli, à la fermeture et finalement à l'abolition de ce qu'on est. Et Daesh en lui-même, ou les gens qui vont succéder à Daesh, ils ne peuvent pas conquérir militairement la France, la Belgique, les États-Unis évidemment. Mais ce qu'ils peuvent faire, c'est nous utiliser, nous, comme les moyens de leur victoire. C'est-à-dire qu'ils peuvent nous pousser, par contre, à renier ce que nous sommes et ce qu'eux-mêmes visent, et à tourner le dos à nos principes et à nos valeurs.
ce qui nous conduirait finalement à leur offrir la victoire qu'ils ne peuvent pas gagner militairement. Une phrase forte du début de votre livre, c'est de dire « les réactionnaires ont gagné ». Ça veut dire quoi aujourd'hui? Pour la première fois de l'histoire de France, sans invasion allemande, sans triche, à la loyale si on veut, eh bien ceux qui fixent le tempo, ceux qui dictent les grilles de lecture, ce sont les héritiers, c'est comme ça que je les vois en tout cas, de Maurras et de Barrès, et non pas ceux de Hugo et de Voltaire. Ça veut dire que le récit français, le chant français, cette idée de la France comme étant ouverte sur le monde et ayant un message à destination de tous les hommes, eh bien ce récit-là a été kidnappé, il a été kidnappé par un récit qui est un récit de repli. Moi, je pense que la France avait tous les moyens d'épouser justement ce monde et de lui donner un sens plus juste et d'aller à la conquête du monde. Eh bien, elle a décidé de diriger la frontière en dogme et la pureté identitaire en absolu. Et le fait est que le débat d'idées détermine à terme, plus tard, vous verrez dans 5 ans, le résultat des élections. Et que si jamais il n'y a pas de sursaut intellectuel et dans le débat d'idées, eh bien, je ne vois pas, contrairement à ce que m'expliquent tous les sondeurs, je ne vois pas pourquoi Marine Le Pen ne gagnerait pas les élections un jour en France, elle ou sa nièce, ou un autre représentant de cette mouvance politique-là. Le métapolitique, ce que Gramsci appelait le métapolitique, prédestine la politique. Et que, finalement, le débat d'idées est une manière de lire l'avenir politique. Vous avez utilisé le mot triomphe. Est-ce que ça n'est pas un peu prématuré? On est dans une émergence, ce n'est pas forcément un triomphe. Qu'est-ce qui peut expliquer, au fond, cette absence d'idéologie en face, justement, de ces idées de droite? Qu'est-ce qui vous paraît plus extrême que ça dans ce qui est menaçant pour vous dans le discours? Où est l'amour aujourd'hui? Moi, je vais vous dire quelque chose que c'est sûrement choquant, parce que ça me choque de le penser, mais il est chez Marine Le Pen. Je suis désolé. J'ai face à Marine Le Pen des discours de gestionnaire, des discours de programme, des éléments de langage. Et si jamais on partage la moindre grille de lecture avec elle, on est conquis. Alors moi, j'en partage aucune, il se trouve, donc je ne suis pas conquis. Mais je suis par contre tétanisé, parce que ceux que j'appelle les penseurs réactionnaires, moi je juge qu'ils aiment mal la France, qu'ils l'aiment d'une manière qui ne lui correspond pas, que la France n'a jamais été ce qu'ils prétendent qu'elle a été, mais ils donnent l'impression en tout cas de l'aimer plus. Et je pense que là on a raté un truc dans l'intelligentsia française, c'est l'importance justement de ce mot-là, amour en politique, c'est-à-dire que la France n'a jamais été conquise par des gens qui lui expliquent rationnellement le programme de Schröder. Il y a besoin de passion politique en France. L'élite gestionnaire qui a prétendu expliquer aux gens en utilisant des éléments de langage que finalement nous on sait, vous allez voter pour nous parce qu'on sait, et les gens étaient là en train de constater que ça ne fonctionnait pas et que tout d'un coup il y a quelqu'un qui arrive et qui vous dit ben, « moi je vous aime ». Et même si mon programme est irrationnel, la vérité c'est que je vous aime et qu'on va changer tout ça et qu'on va virer ces gens, eh bien ça marche. Et la grande force aujourd'hui des partis d'extrême droite, c'est qu'ils donnent le sentiment d'avoir le monopole de deux choses, qui est une vision du monde cohérente, qu'on peut lire dans les 500 pages de Zemmour, et par ailleurs, une forme d'amour, oui, d'amour de la France, quand c'est notre grande faille. C'est-à-dire qu'on a un déficit en termes de passion, c'est toujours dans les passion française que se gagnent ou se perdent les conflits politiques. Il y a un phénomène qui m'a quand même interpellé, c'est de voir que deux penseurs actuellement en situation, de par leur poids, ne serait-ce que le succès de leurs livres et de leurs idées, qu'on sait dans tous les sens un peu de nos jours, Attali et Onfray. Et ils ont maintenant quelque chose de commun. D'abord, ils viennent de la gauche, on ne sait plus très bien où ils sont, mais ils viennent de la gauche. Et ils ont tous les deux dit, au cours de l'année 2015, dans des livres, la politique c'est fini, il n'y a plus rien à faire, c'est foutu, il faut revenir vers, en gros, sauver son âme pratiquement. Est-ce que nous avons comme leader de pensée des gens qui ont démissionné? Moi je pense que c'est une erreur fondamentale, c'est-à-dire que c'est l'antithèse de ce qui est en train de se passer réellement. C'est-à-dire que moi je pense, vu que la fin de l'histoire n'a pas eu lieu, la politique va faire un retour fracassant dans nos vies, de bonne et de mauvaise manière.
c'est-à-dire par un triomphe des partis ultra-politiques des extrêmes droites européennes, et aussi par la réinvention de nouvelles forces politiques, de nouvelles formes politiques, le réengagement dans la politique, et que ça va au contraire occuper beaucoup plus de place qu'avant. Vous dites que tous les régimes politiques qui sont fondés sur la représentation verticale sont en crise. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Tous les phénomènes politiques innovants de ces dernières années se sont créés sur le même modèle d'une fin du mythe du prophète révolutionnaire, c'est-à-dire que c'est l'antithèse absolue du robespierrisme ou du léninisme ou du mélenchonisme, et c'est la fin du leader charismatique et de la verticalité totale et la parole libérée, une forme de prise de parole collective et une structure complètement horizontale, ce qui entraîne une chose, une vitalité incroyable, et deux, une grande question sur la suite. Tout le monde sent que les formes traditionnelles d'expression de la politique sont périmées et que toute l'inventivité, toute la jeunesse, toute la puissance révolutionnaire du politique se retrouve dans des mouvements horizontaux, mais comment on traduit l'un à l'autre. Et ça, pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire que si les partis politiques n'arrivent pas à récupérer ça, ce seront des gens perdus pour la politique. C'est le problème principal aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour que ce qui est inventif, innovant, se traduise ensuite institutionnellement dans un récit commun, dans un programme commun? Je continue à penser de manière absolue que ça sera une fusion des deux qui fonctionnera. Le problème qu'il y a en France, c'est qu'on a l'impression que les institutions sont en crise parce qu'il n'y a pas assez d'autorité, pas assez de verticalité. Tous les pays qui fonctionnent mieux que la France ont des institutions moins verticales et une école moins fermée et une capacité à absorber la vie des citoyens beaucoup plus grande. Donc il y a un problème de lecture de notre crise. On a une crise profonde de la démocratie française parce que les institutions françaises ne correspondent plus à la société telle qu'elle est, et en particulier à la partie la plus dynamique et engagée de la société, donc la plus vocale. Je suis d'accord, moi, pour qu'il y ait une autorité, mais une autorité, c'est une relation, donc c'est-à-dire qu'il faut qu'on épouse un peu ce que pense la société. C'est pas juste des coups de menton et des coups de poing. Moi, ce qui, pour moi, sur ces derniers mois, illustre ça, par-delà leurs scores électoraux, c'est l'incapacité d'un gouvernement de gauche en France à avoir un discours d'accueil sur les réfugiés. Quand on sort comme argument dans une conversation privée, ce qui est arrivé avec plusieurs ministres que j'ai rencontrés, qui me disaient « mais avec un Front National à 35%, comment voulez-vous qu'on fasse quelque chose comme Merkel, ou même un quart de ce que Merkel fait ou dit ?» Eh bien, je pense que c'est-à-dire qu'ils ont déjà gagné. C'est-à-dire que c'est eux qui adoptent les grilles de lecture. Et par ailleurs, je pense que c'est une erreur de lecture fondamentale de ce qui produit un rapport de force politique. C'est-à-dire qu'on prend les sondages comme une vérité alors que c'est un instantané d'un rapport de force idéologique et politique à un moment donné. Si on ne mène pas ce rapport de force idéologique, si on ne participe pas au rapport de force politique idéologique, comment voulez-vous que les gens ensuite soient du côté de vos idées supposées? La France, qui avait une tradition d'accueil, c'est un président de droite qui a accueilli 200 000 boat people à la fin des années 70, puisque c'était en 79, puisque je m'en souviens, parce que c'est le moment où j'étais conçu, sur les plages de Pulau Bidong et en Malaisie. Mais je m'en souviens très bien, je peux vous raconter. mais c'était un président de droite qui accueillait 200 000 personnes en un an, et un président de gauche nous explique qu'accueillir 28 000 personnes en 2 ans, c'est un grand risque politique parce que peut-être que le Front National va monter à 50 s'il le fait. Donc ça, je pense que là, c'est l'ultime illustration de notre incapacité à mener un combat idéologique dont je parlais au début. C'est bien que dans les sondages, il y ait 35% des Français qui sont pour accueillir les réfugiés. Donc je trouve qu'ils ont du mérite, parce que franchement, qui porte réellement leur parole dans la sphère publique? Et il y a pourtant un réservoir de solidarité, mais qui n'arrive pas à produire une parole cohérente et une vision cohérente de la France et de la politique. Et c'est ça pour moi la grande crise, c'est qu'il y a une société présente, c'est comme sur l'économie, il y a plein de start-up, il y a plein de boîtes qui se créent, il y a plein de choses qui se font en France, il y a plein de gens qui sont profondément ancrés dans le monde et qui portent des valeurs humanistes, mais à une micro-échelle, et il n'y a pas de relais ensuite public de ça. Et ça, pour moi, c'est la grande faillite, en gros, d'une certaine classe politique à gauche. Il n'y a plus de pensée ou de discours
qui donne une cohérence à la multiplicité des aventures humanistes françaises. Vous dites qu'il faut un nouveau récit pour votre génération. Qu'est-ce que c'est qu'un nouveau récit? La France a toujours été un récit. C'est-à-dire qu'on est quand même un des seuls pays au monde où on peut s'écharper entre historiens pour se demander sincèrement si la France était en France ou elle était en Angleterre en 1940. C'est quand même un truc complètement délirant. La France était-elle en France? Non. La réponse majoritaire, et moi je suis d'accord, non. Et donc, ça veut bien dire qu'on est bien plus qu'un territoire, bien plus que même une opinion publique, puisque si on avait fait des sondages à l'époque, 80% des gens auraient suivi Pétain, oui. Et pas De Gaulle. Même y compris quelques mois avant la Libération. Voilà. et beaucoup plus qu'un territoire, ça c'est une évidence. Et donc, la France, pourquoi la France était en Angleterre ou à Londres à ce moment-là? Parce que le récit français, le récit qu'on se fait de la France et qui est la France, était à Londres. Et donc, ça veut dire que la France, c'est un récit qui en plus lance un appel au monde entier. Pour notre génération, c'est comment est-ce qu'on peut reprendre ce récit-là avec les mots du temps et en comprenant que, pour moi, la grande aventure politique qui est pas loin d'être la plus impopulaire aujourd'hui, mais ça reste la construction d'une démocratie européenne. Donc comment est-ce que nous, qui avons été la génération qui n'a pas connu la guerre, évidemment, mais qui a en plus connu la monnaie unique, Erasmus, ouais, voilà. Comment est-ce qu'on peut donner un contenu politique, social, démocratique à cette aventure-là qu'est l'Union européenne? Je pense qu'il y a en Europe une démocratie à inventer. Vous êtes dans une grande tradition française qui est d'essayer de penser la politique. Ce n'est pas seulement d'avoir des idées politiques, mais de penser le rôle de la politique aussi. Il y a quand même un élément qui n'est pas dans votre livre et qui pèse lourd, c'est l'économie. Ouais. Il faut impérativement changer l'idée que l'Europe ait été le produit juste d'un marché, parce que l'Europe, au départ, c'était une vision, et que c'est parce qu'il n'y a pas eu une acceptation politique et une prise en charge politique de cette vision qu'on s'est retrouvé avec une Europe purement marché. Maintenant, sur l'économie, pourquoi j'en parle pas? Parce que, comme vous avez dit, je suis un homme de terrain, et qu'une chose, je pense, a fait perdre en crédibilité les progressistes en France ou les intellectuels universalistes, c'est leur capacité à parler de tout, y compris de choses qu'ils maîtrisent mal. Je ne sais pas si c'est bien ou mal que la Banque centrale ait ce pouvoir-là et qu'elle soit à ce point sans équivalent politique face à elle. Ce que je sais, c'est que ça ne durera pas. Parce que ce qui va se produire, c'est la fin de cette Banque centrale et de l'Union européenne si ça continue comme ça. Les peuples ne peuvent pas accepter de ne pas voir leur voix prise en compte quand il s'agit de décisions qui ensuite ont un impact sur leur existence. L'Europe va exploser s'il n'y a pas un gouvernement économique représentatif de l'Union européenne. Il n'y aura pas d'alternative, c'est soit une fédération avec une représentation politique fédérale, avec un gouvernement qui fasse pendant politique et représentatif à la Banque centrale, soit la dislocation pure et simple de toute possibilité politique de l'Europe, du coup à terme la dislocation de l'économie européenne, enfin de la monnaie unique et de la Banque centrale, parce que ça n'est pas possible d'avoir une monnaie sans gouvernement économique, ça n'est pas possible d'avoir un pouvoir décisionnaire économique sans représentativité politique directe. Maintenant, sur l'économie en tant que telle, je pense qu'il n'y a qu'une seule question qui devrait guider l'action politique, c'est comment se fait-il que tant de jeunes Français s'exilent pour trouver un travail? Le problème de ça, c'est que même ceux qui, quand les gens font des réformes libérales, par exemple, ils sont incapables de l'accompagner d'un projet de société qui ensuite permette une meilleure redistribution et une meilleure prise en charge de la solidarité entre les citoyens. Il faut transmettre dans une société un sentiment d'équité, en particulier dans une société qui est à ce point à la passion, et la passion juste de l'égalité. Il faut que toute réforme soit accompagnée d'un projet sur toutes les questions. Il y a une montée des thématiques que pendant longtemps le Front National a été le seul parti à porter et qui aujourd'hui ont débordé le cadre du Front National. Il y a effectivement une tradition française ultra réactionnaire qui remonte à l'origine même de la France. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant toute
l'histoire de France, ou presque, c'est-à-dire pendant des moments de crise où par exemple l'armée allemande envahit la France, ça a changé, ils ont toujours été perçus comme des losers géniaux et qu'aujourd'hui, face à Zemmour qui n'a pas le talent de Demestre, je ne vois pas vraiment qui porte la parole opposée. Et surtout, il y a quand même une défaite culturelle et idéologique des forces qui portent l'universalisme républicain qui est assez inouïe dans notre histoire. C'est impossible que ce rapport de force culturelle et idéologique ne se traduise pas en rapport de force politique. Et on le voit déjà. Toute l'œuvre, moi je pense qu'on a très mal répondu à Zemmour, toute l'œuvre de Zemmour, c'est d'effacer les tabous idéologiques qui séparaient la droite de l'extrême droite pour pouvoir, à terme, mener une OPA intellectuelle sur l'ensemble de la droite française. Les autres en face ont arrêté de penser et de porter une parole aussi cohérente que la sienne. La question de l'islam, je pense qu'il y a un problème qui est l'absence de grille de lecture cohérente sur une menace réelle. On oscille entre la politique de l'autruche, qui est de ne pas nommer le mal, on dit le terrorisme, ou la radicalisation, sans voir qu'il ne s'agit pas d'un terrorisme hors sol, qui a une idéologie qui est derrière, qui est une idéologie fondamentaliste, wahhabite, salafiste, et que cette idéologie-là produira des réseaux terroristes, quoi qu'il se passe, mais que ce n'est pas un problème de guerre de religion ou de conflit de civilisation. Et qu'en ne nommant pas le problème idéologique, on laisse libre cours ensuite à des interprétations civilisationnelles ou religieuses qui, pour moi, sont complètement erronées et extrêmement dangereuses. Et donc, il y a une aphasie des élites dites progressistes et à mon avis, mystification et un délire identitaire sur l'islam. Et donc, il va falloir qu'on trouve une position qui soit entre les deux, c'est-à-dire sans nier le fait que c'est un terrorisme idéologique, qu'il y a effectivement un problème d'islamisme politique, mais que cela ne représente pas, évidemment, l'islam de France, la moindre civilisation possible. C'est-à-dire que le conflit qui se joue aujourd'hui est global et qu'il se gagne autant à Tunis, à Raqqa, que dans les banlieues françaises. Le Premier ministre a dit il y a un apartheid en France, un apartheid social. Quand un Premier ministre emploie le mot d'apartheid dans un pays comme la France, on s'attend ensuite à ce qu'il y ait une grande remise en question des politiques menées jusque-là et un grand mouvement vers plus d'intégration et plus de projets communs qui font une nation. Et il n'y a pas eu ça. Un pays où des jeunes qui naissent à Trappes ne croisent jamais dans leur existence des jeunes qui naissent dans le 7e arrondissement de Paris, qui ne croisent jamais dans leur existence des jeunes qui naissent dans un village alsacien, ce n'est pas un pays qui peut faire république. Et qu'avant, il y avait une institution qui s'appelait le service militaire, qu'elle était complètement dépassée, qu'on a eu raison de l'abolir, mais qu'on a eu complètement tort de ne la remplacer par rien. Et qu'une société où les gens ne se croisent pas produit, et où en plus il y a l'aphasie dont on avait parlé dans la première partie sur un projet commun républicain et politique, produit des replis identitaires qui sont soit des replis identitaires de minorités, et là se pose la question de l'islamisme, soit des replis identitaires de fermeture sur le monde de la pseudo-majorité et qui risquent de produire la victoire du Front National en France. Et que ce ping-pong-là entre montée de l'islamisme et montée du repli nationaliste français à tendance identitaire risque d'emporter la République. Et qu'il faut absolument donc des institutions où les gens se croisent, où il puisse y avoir un terreau commun dans notre pays. Le président a eu raison d'insister sur l'importance du service civil, mais, à mon avis, grand tort de ne pas le rendre universel. Mais on se heurte immédiatement à des problèmes budgétaires. La vraie raison pour laquelle on ne peut pas le faire, c'est que ça coûterait trop cher. Eh ben, c'est faux, parce que moi, je vais vous dire un truc. Toutes les questions de budget sont des questions de choix. 40% du budget européen est dépensé pour l'agriculture. Oui. Combien pour l'éducation? Créer un service civique européen au lieu de la PAC, je trouverais ça beaucoup plus intéressant. Ça créerait une identité collective européenne, ça s'adresse à la jeunesse et ça s'adresse surtout à des jeunes qui ne se croisent jamais et qui peut-être pourraient avoir un sentiment d'identité commune. Et il y a deux enjeux par rapport au terrorisme. Un, bien définir l'ennemi. Et l'ennemi, ce n'est pas seulement les réseaux terroristes, c'est de l'idéologie qui soutient ces réseaux terroristes
L'idéologie définit les cibles et les réseaux terroristes passent à l'acte. Donc, ça pose le problème comme des relations avec, avec l'Arabie Saoudite ou le Qatar. Deuxièmement, définir qui on est. Avoir un projet républicain français intégrateur qui soit plus sexy, si je peux me permettre ce mot vulgaire, que le djihad. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut qu'on porte une valeur sur ce qu'on est. Et c'est impossible de laisser l'école comme étant le seul responsable de la formation des individus dans une société. Parce que l'école ne peut pas sortir les gens d'un quartier, ça n'existe pas. Par contre, ce qui peut sortir les gens d'un quartier, c'est l'État. L'État, mais dans sa globalité, c'est-à-dire en créant des institutions comme le service civique. Alors, je suis entièrement d'accord sur le fait qu'il faut savoir définir son ennemi, qu'il faut savoir le nommer pour pouvoir le combattre. Et que son ennemi, ce n'est pas juste des réseaux terroristes, c'est une idéologie. Je ne pense pas que l'idéologie des frères, comme vous l'appelez, vous avez raison, domine l'ensemble des sociétés musulmanes. C'est-à-dire, non mais je pense même que je pense même que aujourd'hui en Tunisie, l'idéologie des frères est en train d'être défaite. Il y a un risque à ne rien penser de son ennemi. Il y a un risque aussi à surinterpréter son ennemi, à offrir à l'ennemi la possibilité qu'il se définisse à votre place. Eux prétendent incarner quelque chose qu'ils n'incarnent pas réellement. C'est-à-dire qu'il y a le danger soit de l'aphasie, qui est ce que vous appelez le politiquement correct. Moi, je me méfie de cette expression parce que je trouve qu'aujourd'hui, le politiquement correct, c'est en gros de défendre les idées de Zemmour et de Finkielkraut plutôt que de défendre ce qui est appelé le politiquement correct. Mais il y a donc le danger de l'aphasie et il y a aussi le danger de la surphasie, quoi, du choc de civilisation qui n'existe qu'à partir du moment où on y croit. Bien heureux celui qui peut définir les frontières qui sont définissables entre ces civilisations. Il y a deux dangers, et entre les deux, il y a la politique. Et la politique, c'est de comprendre que les enjeux aujourd'hui sont idéologiques, politiques, sécuritaires, mais ils ne sont pas ni civilisationnels, ni religieux. Et que l'enjeu, ce n'est pas de dire les terroristes, parce que ça, c'est trop court, ça ne veut rien dire, mais de les qualifier idéologiquement et non pas civilisationnellement. Leur idéologie, c'est les salafistes, c'est des salafistes djihadistes. Quand on dit « ce sont des lâches, ce sont des barbares », on ne dit rien. Non, mais ce qui est intéressant, c'est aussi de penser notre crise interne sans surinterpréter les facteurs externes. Parce que quel est le pays en Europe où il y a le plus fort rejet et de l'islam et des migrants? C'est le pays où il y a le moins de musulmans et le moins de migrants. C'est la Hongrie. C'est la crise identitaire qu'on vit, la réaction, le purite identitaire qu'on a, nous, en réaction, vous dites, à l'islam, ce n'est pas nécessairement lié à l'islam. C'est aussi lié à la globalisation, à l'incapacité de se définir soi-même, parce que sinon, il n'y a aucune raison que les Hongrois deviennent subitement, ils n'ont jamais connu d'attentat terroriste, ils n'ont pas d'immigration musulmane, il n'y a aucune raison qu'ils deviennent subitement à ce point islamophobes. Il y a une crise politique, idéologique, identitaire, européenne ou occidentale en général, à laquelle s'ajoute la perception de la menace terroriste, djihadiste, salafiste, mais qui n'est pas créée par cette menace-là. Ça renforce la dynamique de l'extrême droite européenne, mais cette dynamique naît d'abord de l'incapacité qu'ont les élites européennes à définir qui nous sommes. On ne peut pas régler et réguler et diriger une démocratie sans avoir un projet et sans avoir un discours sur qui on est. Et tant qu'on n'a pas ce discours-là, toute altérité, y compris quand elle est réellement menaçante, devient un ébranlement absolu. Nous vivons une période extrêmement dangereuse parce que même une société qui sait qui elle est, visée par des attentats tels qu'on a connus en France en novembre et en janvier, serait ébranlée. Et on risque, nous, de s'effondrer comme un château de cartes parce qu'en plus, on ne sait pas, ça vient sur un fond d'indécision et d'incertitude et d'aphasie sur qui nous sommes. Ce n'est pas né de l'islam ou de l'immigration, c'est né du renoncement de nos élites à produire le moindre projet ou discours sur où on va ensemble. Et ça, je pense sincèrement que limiter la montée de l'extrême droite à la perception du danger musulman, c'est une erreur. C'est-à-dire que c'est une des causes beaucoup plus profondes. On ne gère pas une démocratie sans projet.
tout l'enjeu de la politique de demain, le problème principal qui se pose, on ne va pas supprimer le haut, il ne s'agit pas d'être anarchiste, et il y aura toujours une forme de verticalité, mais c'est le problème de l'échelon intermédiaire. Et la première chose qu'il faut changer, c'est les partis politiques, parce que les partis politiques sont censés être ce qui relie le foisonnement de la société horizontale à une verticalité étatique, institutionnelle. Et ces partis politiques ne font plus ça. Pourquoi? Parce que les partis politiques sont devenus des fonctionnaires de la République. C'est une catastrophe. Aucune de mes connaissances qui réussit quelque chose dans son existence n'est prêt à prendre sa carte au Parti socialiste. Mais c'est un drame. Là, il y a une partie de la société qui est beaucoup plus dynamique qu'elle n'a jamais été. Mais moi, mon problème, c'est pas ça. C'est qu'il y a le potentiel pour être optimiste, mais tant que ça ne se traduit pas dans une formation politique, dans un projet politique, dans un programme politique, je pense qu'il y a des sociétés qui avaient un foisonnement social et humaniste à leur base et qui ont quand même sombré dans des catastrophes politiques. Et c'est possible. Je veux dire, jamais l'Algérie, par exemple, n'a été aussi dynamique et aussi ouverte qu'en 1989 et 91, quand elle vote pour le fils. Pourquoi? Simplement, tous les gens qui faisaient le foisonnement démocratique des années 80 en Algérie sont détournés de la politique institutionnelle et les seuls qui votaient en masse étaient les frères, justement, parce qu'ils étaient structurés comme une église militante. C'est exactement le cas du Front National. Les seuls qui votent en masse sont les électeurs potentiels du Front National. La plus grande manifestation de l'histoire de France est une manifestation silencieuse sans slogan, à part « Je suis Charlie ». C'est extrêmement noble, c'est extrêmement beau. Je ne suis pas sûr que ça suffise. Ces mouvements-là, qui sont le signe de la vitalité de la société française, doivent avoir une forme de traduction intellectuelle ou politique. La date la plus importante de l'histoire de France, ce n'est pas le 26 août 1789, c'est le 4 août. C'est que la France a été fondée sur cette idée permanente d'abolition des privilèges, ce qui crée une histoire quasi révolutionnaire de manière permanente. Et mon problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui incarnent cet esprit du 4 août ne sont plus du tout dans une perspective universaliste, qui reste le cas de Podemos, malgré tous les reproches qu'on peut faire à Podemos, ou même de Syriza, malgré tous les reproches qu'on peut faire à Syriza. Mais les gens qui incarnent cet esprit du 4 août, d'abolition des privilèges des élites en place, ben c'est le Front National. Tant que ce sera comme ça, on pourra démontrer tout ce qu'on veut sur l'inanité de leur programme économique. Tant qu'ils auront de leur côté cet esprit-là, ça sera très compliqué de bloquer leur progression. Les Français aujourd'hui sont comme l'albatros. C'est cet oiseau majestueux qui est ramené sur le pont d'un bateau et qui soudain devient veule et débile. Et pourquoi? Parce qu'on les a amputés. La réduction du français à un individu, à un consommateur, à un homo economicus, c'est impossible génétiquement. Le citoyen, c'est celui qui naît dans le projet du nous, dans un horizon d'emblée posé comme collectif. Il y a des sociétés qui peuvent parfaitement vivre en pensant que le tout est juste l'addition des je. Très bien. En France, on a été fondé sur un autre modèle. Et le fait qu'on n'arrive plus à dire le nous rend les gens déprimés collectivement. Le problème, c'est qu'il y a toujours eu une élite censée, en retour de leurs privilèges sociaux et économiques, formuler une forme de capacité à dire le nous. Quand cette élite devient aphasique, elle n'a plus aucune raison d'être et donc elle devient absolument détestée, à juste titre, à titre injuste. Et pour moi, on est dans ce moment-là, on est incapable de dire ce que c'est que notre nous. Qui sommes-nous? C'est ça la grande question. Non, mais c'est pourquoi est-ce que tu veux être président de la République? Qu'est-ce que tu as à nous dire sur nous? Il y a eu un problème d'être trop optimiste au moment des révolutions arabes. Je pense qu'aujourd'hui, on a un problème d'être, alors là, vraiment, par contre, trop pessimiste dans notre lecture des révolutions arabes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous explique que finalement, c'était une catastrophe, les révolutions arabes. C'est ça la lecture dominante en Occident, qu'il fallait mieux conserver les tyrans qui étaient en place. Le fait est que,
la responsabilité de la propagation de l'idéologie djihadiste, elle incombe d'abord aux tyrannies qui étaient en place et qui ne laissaient pas de canaux pour l'expression d'un mécontentement social ou politique, ensuite qui torturaient leur population, et ensuite, enfin, qui laissaient les mosquées comme seul espace possible de sociabilité. Il ne faut pas, aujourd'hui, penser que les révolutions arabes sont à combattre ou qu'on aurait dû soutenir les dictateurs jusqu'au bout. La vérité, c'est que de toute façon, elles étaient absolument inévitables. Et la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on accompagne les pays où il y a une tentative qui peut réussir, comme en Tunisie, pour être sûr qu'on a une antidote à ce choc global. Très mal. Et aujourd'hui, on l'accompagne très mal. Il y a une société civile qui a fait ces révolutions, c'était des libéraux au départ. Et ensuite, soit ils se sont fait massacrer comme en Syrie, soit ils ont été incapables, par désorganisation, par incapacité à avoir un discours commun, par incapacité à intégrer des partis politiques ou à les créer, ils ont été incapables de profiter de la révolution qu'eux-mêmes avaient faite. C'est le seul pays où il n'y a pas ça qui se produit, c'est la Tunisie. C'est pour ça que c'est, à mon avis, extrêmement important quand on dit « nous sommes Bruxelles », ce qu'il faut dire. Mais ne jamais oublier de rajouter Tunis, c'est encore extrêmement fragile et c'est surtout une partie de notre avenir qui joue à mon avis à Tunis. C'est-à-dire que si la démocratie tunisienne réussit, alors on a l'argument à opposer à tous ceux qui parlent de choc des civilisations. Les rapports de force, ce n'est pas nous qui les inventons. Les rapports de force, ils existent. Les partis politiques ne sont pas capables de répondre à cette horizontalité-là, à ce foisonnement-là, à ce désir d'avenir-là, à cette vitalité de la société. Les partis politiques n'y sont pas adaptés, il va falloir qu'ils s'y adaptent et il faudra les casser pour qu'ils s'y adaptent. Mais l'État reste nécessaire et il y a la guerre. C'est lui qui a de la police, que c'est lui qui a l'armée, que c'est lui qui a les moyens, ou pas, d'utiliser la force. Les rapports de flux seront bien démunis le jour où dans une technopole on met des bombes. Je veux dire, il faut concilier les deux. Les rapports de force ne disparaissent pas parce que les gens deviennent autonomes. Tout l'enjeu, c'est justement de faire se joindre deux dynamiques qui sont toutes les deux nécessaires et toutes les deux importantes. L'une de ces dynamiques, les rapports de flux, l'horizontalité, étant le lieu de la créativité et de l'avenir, et l'autre étant le mal nécessaire. J'ai passé des mois dans la pure révolution horizontale où il n'y avait aucun centre, aucun parti politique, rien, 1 million de personnes dans la rue, pas un vol, les gens, l'argent avait été supprimé de l'Ukraine, l'argent avait été supprimé, il n'y avait plus rien. Que cette horizontalité d'individus qui sont venus par eux-mêmes en indépendant de manière autonome et qui se sont rencontrés. Résultat, 2 oligarques au pouvoir. Pourquoi? Parce que ça ne suffit pas. Et que donc il faut se structurer dans un rapport de force politique. Je suis ultra désolé. À la fin, il faudra soit investir une force politique existante pour la casser, la changer, je n'y crois guère, soit en créer une. Mais je ne crois pas aux choses qui marchent d'elles-mêmes. C'est exactement ce qu'on nous a vendu en 1989, quand le mur de Berlin est tombé. Ne vous inquiétez pas, les échanges commerciaux, les gens, il n'y a plus de frontières, il y a des échanges partout, c'est extraordinaire. Résultat, qu'est-ce qu'on a eu? Retour du nationalisme, retour du religieux, retour de toutes les horreurs du XXe et des siècles précédents. Donc, il faudra absolument trouver en nous la force d'avoir un projet politique, une structure politique, une volonté politique. Sinon, ça ne fonctionnera pas. On vit une renaissance parce qu'on vit un changement de paradigme, c'est vrai, on vit un moment de rupture dans l'histoire, ce qui ne garantit nullement le progrès parce que entre deux règnes, ce qui arrive, ce sont les monstres, disait Gramsci, il avait bien raison. En tout cas, les monstres sont là. Et les monstres sont là et surtout, ils sont beaucoup plus près de chez nous qu'avant. C'est-à-dire qu'ils sont en nous, dans nos sociétés. Nous vivons dans des sociétés qui sont à la fois très dynamiques et en même temps très malades. Et le problème, c'est que Pardon ? C'est la course de vitesse. Oui, bien sûr, c'est une course de vitesse et que l'échelon qui manque dans cette course de vitesse-là, c'est l'échelon politique qui exprime la partie qui n'est pas malade. Un immense remerciement pour Raphaël. Merci à vous.